Bonjour, bienvenue. Je suis avec Étienne et c'est un nouvel utilisateur qui s'intéresse à la monnaie libre, la June. Salut Étienne. Salut Steph. Tout le monde est créateur et c'est comme une garantie contre la misère. C'est-à-dire que tout le monde va avoir en permanence un peu de monnaie qui vient sur son compte chaque jour. Il n'y a jamais de rareté monétaire, il n'y a jamais d'assèchement total, c'est-à-dire il pleut toujours un peu. Ouais, On n'est pas dans le désert. ouais, Il n'y tout a à pas de fait. période de sécheresse. Voilà, il y a toujours un peu de pluie tout le temps. Voilà. Et comment, je sais pas si c'est explicable en quelques mots ça, mais comment tu peux être sûr qu'on va avoir suffisamment de monnaie pour procéder à tous nos échanges? Parce que là, pour l'instant, comme ça démarre, on peut pas savoir. Il y a une petite quantité d'utilisateurs, une petite quantité de monnaie. Donc probablement une petite quantité, toute petite quantité d'échanges pour des choses simples, des repas, des meubles, des petits meubles, des services, par exemple se faire couper les cheveux. Mais comment tu peux être, comment tu crées une corrélation? J'ai vu qu'il y a une corrélation entre la quantité de signes monétaires et le nombre de personnes et leur âge, Ouais. et le nombre d'années depuis lequel ils sont dans le système. Mais j'ai pas vu de corrélation avec l'ensemble de l'activité économique. Ben, il n'y en a pas, Il y en c'est-à-dire a pas. qu'effectivement, c'est le taux d'échange. C'est le taux d'échange constaté et effectif et choisi par les utilisateurs de la monnaie vis-à-vis des biens échangeables qui va manifester cette possibilité d'échange. C'est pas quelque chose qui se décrète a priori. Toute tentative de modifier cet équilibre-là qui se fait par le choix de l'ensemble des individus de la monnaie, tentative qui consisterait à modifier le code monétaire en vue de favoriser tel ou D'abord, tel type d'activité économique ou fausserait d'échange, tout. disons que ça détruit la liberté des autres de penser autrement. Ouais. Donc la monnaie ici est effectivement volontairement et profondément, c'est d'ailleurs ce qui fait sa nouveauté, un peu comme c'est le Bitcoin représente ça aussi en quelque part aussi, c'est-à-dire que la valeur constatée aujourd'hui d'échange de cette monnaie-là ne dépend pas d'un pouvoir d'émission monétaire qui aurait été modifié dans le Bitcoin. Le code de création du Bitcoin est le même depuis le début. Donc ça n'empêche pas sa valeur Alors, de varier ou de s'adapter aux différentes offres et demandes qu'il peut y avoir dessus. Au contraire, et ça s'adapte évidemment aussi en fonction du volume qu'il y a, bien sûr, le volume total de Bitcoin qu'il y a. À noter que dans la June, le volume total de June n'a pas de limite, puisqu'il va croître avec le indéfiniment. nombre de personnes. Au fur et à mesure, il y aura de nouvelles personnes qui vont venir. Mais même en Et nombre de avec le temps personnes. qui passe, et avec le temps qui passe en plus, puisque chaque jour, il y a un Et DU. chaque jour, il y a un DU. Un Donc, il n'y a pas de limite a dividende priori. universel. Donc, a priori, s'il y a des biens de plus en plus grands à échanger, eh bien, il y aura toujours de plus en plus de June pour le faire. Par contre, la quantité totale de monnaie en nombre de dividendes, elle, par contre, sera limitée. Parce que le dividende, c'est une proportion de la masse monétaire. Et bon, ben, la masse monétaire, elle vaut 1. Il y a une fois la monnaie dans la monnaie. Donc, si on la divise en un Donc le certain nombre de nombre DU est de parties. limité, mais on pourra imaginer des usages de ces DU en les coupant en dixièmes, en Bien centièmes, sûr. en Ah oui, millièmes, c'est bien ça? sûr. Tout à fait. Qui nous permettront Exact. de jamais manquer de monnaie. Voilà. Oui, oui, tout à C'est fait. ça la réponse en fait. Oui, Parce que si tu veux, c'est vraiment ça. il y a une intuition que j'ai depuis longtemps, et je me trompe peut-être, mais enfin, pour moi elle est vraiment forte, c'est que quand on a du chômage, c'est qu'on manque de monnaie. Alors, il est possible qu'il y ait beaucoup trop de monnaie à certains endroits qui ne sont pas les bons, ce qui est le cas en ce moment, donc chez les banques et les boursicoteurs, les créanciers, il y a beaucoup, beaucoup d'argent, mais chez les gens normaux, il n'y en a pas. Il me semble que quand il y a c'est quand nous manquons de monnaie que nous avons du chômage, et que dès qu'une autorité publique ou privée reconnue par le public s'autorise à créer les signes qui nous manquent, le chômage disparaît. C'est-à-dire que la faculté, la propriété pour une puissance publique, un maire, le maire d'une petite commune, ou un président de la République, le, la- la- le culot qu'il a de dire je crée de la monnaie, je crée des signes monétaires, le rend employeur au dernier sort. C'est-à-dire que ça le rend capable de dire, toi qui n'as pas de boulot, ben je t'en donne, j'ai des tas de choses utiles à faire pour le bien commun, ben voilà, et je te donnerai la monnaie en échange. S'il est capable de créer de la monnaie, il est capable d'employer les gens et il fait disparaître le Alors ça, chômage. c'est un autre type de monnaie. Oui, C'est c'est un un autre type type de de monnaie, voilà. monnaie qui se fonctionne Mais, autrement. tout à fait. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que je sens une corrélation entre le nombre de signes monétaires que nous avons à notre disposition, et je ne compte pas les tas de monnaies qui sont faits par les créanciers, et les joueurs du casino et les banquiers qui sont en train de jouer avec des milliers de milliards, mais ça, c'est vraiment pas pour les gens normaux. Je compte cette monnaie pour rien, et je regarde la monnaie dont nous disposons
nous autres agents économiques, salariés, entreprises, etc. Et si nous manquons de monnaie, nous avons du chômage. Et si on nous donnait, si on nous distribuait de la monnaie, on ferait disparaître. Et ce que je vois de très favorable, très prometteur dans le système de la Thune, c'est que précisément, on va garantir à chaque acteur une quantité minimum de monnaie qui vient tout le temps. Et surtout reconnaître que, je pense que chacun est politiquement, en même temps qu'il est politiquement porteur de droits, comme le droit de vote ou d'opiner, de voter les lois, et en même temps, il pourrait être créateur de monnaie, c'est presque un droit politique. Et en précisant que chacun, c'est pas chacun des acteurs économiques, en précisant pas qui c'est chaque être humain. C'est chaque être humain. Et parce en que mettant souvent, de côté les entreprises. Et souvent là aussi, il y a robots. Une imprécision qui est faite en parlant des acteurs économiques, en disant pas qui c'est, qui en fait, in fine, quand on fait le bilan de savoir de qui on parle en général, à la fin, on se retrouve avec 3-4 entreprises, et 2-3 collectivités, ou peut-être 1 ou 2 humains. Et 80% de la population qui reste et pas du tout compris dans le discours, en fait. Hein, voilà. Donc ces termes qui sont flous, justement, entretiennent un flou, un consensus dans lequel chacun croit comprendre ce qu'il a envie de comprendre. Parce que le terme est suffisamment flou. Et se fait tromper. Et qu'il se fait tromper, il se trompe lui-même aussi, parce qu'il ne demande pas une précision suffisante. De qui parlez-vous? Est-ce que vous parlez bien de l'ensemble des citoyens de tel ou tel pays, ou de l'ensemble des êtres humains qui font partie de telle ou telle zone, ou est-ce que vous parlez d'autre chose, ou d'un groupe, d'un sous-groupe, etc. Qui a signé comme un contrat, un accord, qui est d'accord pour vivre ensemble. Et c'est pour la même raison que le terme argent me gêne, parce que c'est un terme fourre-tout consensus, qui économiquement est souvent source de confusion dans l'esprit, puisqu'on va y mettre à la fois les valeurs économiques et la monnaie. On peut avoir moins de monnaie que quelqu'un d'autre et être beaucoup plus riche que lui. Je peux avoir que 1000 unités monétaires sur mon compte alors que la personne en face en a 10 000, mais à côté je possède un terrain, trois châteaux, etc. Okay, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Mais pour finir, ce que je voulais te dire sur la quantité disponible, faisant ce lien entre la quantité de monnaie disponible et le chômage et la prospérité économique, ce qui m'intéresse beaucoup dans le chartalisme, c'est que la puissance publique que nous dotons du pouvoir de création monétaire, en voyant qu'il y a du chômage, peut en créer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chômage. Alors que je sens pas tout à fait ça. J'en sens qu'une partie dans la June, mais je sens pas cette faculté, quand on observe du chômage, de créer plus de monnaie. Chacun doit utiliser la monnaie qu'il estime bonne pour lui. Hein, voilà. Donc ceux qui veulent pas du tout de la conjoncture économique et de la prospérité. Mais ceux qui veulent une monnaie de ce type-là, qui estiment qu'elle est bonne, ils doivent la pratiquer, ils doivent la mettre en œuvre. C'est complémentaire, tu veux dire, la June n'est pas exclusive d'une autre. D'un point de vue relativiste, je dirais, c'est pas du tout exclusif. Le fait que je choisisse, par exemple, en 1791 ou 12, je sais plus exactement, le mètre comme unité de mesure, j'oblige pas du tout les Anglais à changer le miles pour le mètre. D'ailleurs, ils l'ont toujours pas fait. Mais voilà, je vois pas où est le problème. D'accord. Oui, un petit peu comme les Suisses ont gardé leur franc suisse et on le vire, leur monnaie qui est... Le vire n'a pas éliminé le franc suisse, ça n'empêche pas. Bon, ok, donc le nombre de DU est limité, mais on peut le fractionner autant de fois qu'on veut. Si on a besoin de beaucoup de signes monétaires, on peut manipuler des fractions de DU, et en quantité, donc en multipliant par autant de décimales qu'on accepte de mettre. Voilà, exactement, tout à fait. Bon. Donc ça fait beaucoup de chiffres. On se débrouillera pour avoir assez de signes monétaires en utilisant des fractions de DU plutôt que des DU. Voilà, de toute façon, on n'est pas là pour l'instant. Bien sûr, oui. C'est exactement ça. Donc la quantité de dividendes par personne, ici, ça c'est par personne, va converger à terme. En fait, ça atteint une moyenne, c'est-à-dire que chaque individu ne pourra pas générer le long de son existence dans la monnaie plus de 3700 dividendes en tout. En termes de création, je ne parle pas en termes d'échange ici. En termes de création, on ne pourra pas générer plus de 3700 dividendes. Quand il arrive à 3700, il n'en crée plus. Eh bien, les nouveaux dividendes sont en quelque sorte fondus dans les anciens. Mais comment ça se fait ça? Et ça se passe à quel moment de la vie? Mais comme le ça dividende augmente, les anciens dividendes valent moins que les nouveaux. Oui. Donc du coup, le nouveau dividende, si on compte en dividende, le nouveau dividende fait fondre la masse ancienne, mais comme il se rajoute, ça équilibre. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc il y a un équilibre en fait, il n'y a pas de fonte. Oui, la fonte est compensée par l'ajout. Sur la monnaie fondante. Et il n'y a pas de fonte, en fait, c'est une erreur. Il n'y a pas de fonte. Alors on peut le voir ça, si tu veux,
sur un autre schéma. Voilà, ici dans la théorie relative de la monnaie, donc sur trm.creationmonétaire.info, vous avez la théorie relative de la monnaie qui elle-même est publiée sous licence libre. On a ici la démonstration mathématique que le long de son existence dans la monnaie, ici à partir de 0, je viens d'entrer dans la monnaie, n'importe quel individu. Sur les abscisses, on a les années de vie. 80 ans de vie. Voilà, on a une vie humaine. Voilà, une vie humaine. Et on voit que très vite, en fait, dès 10 ans, on arrive à combien, 60%? Ouais, c'est ça, plus de 60%, exactement. Du maximum autorisé. C'est pas du maximum autorisé, c'est du maximum atteignable. C'est pas qu'il soit autorisé, c'est que techniquement ça fonctionne comme ça. Puisqu'on reçoit la même quantité chaque jour, pourquoi c'est pas une pente parce que là on compte en dividende, et je te rappelle que le dividende augmente tous les 6 mois. Parce que le dividende aura monté depuis. Oui, mais chaque mois tu reçois un dividende. Chaque jour tu reçois bien un dividende. Si ton dividende il vaut 1, et que l'année d'après il vaut 1,1. Puisque je compte en dividende. Tu comptes en june. Ah, je compte en june. Un dividende, ça vaut 10 junes aujourd'hui, mais dans un an, un dividende, ça vaudra 10, ça vaudra 11 junes. Ça vaudra 11 junes. Dans un an, il vaudra 11 junes ton dividende. Donc si tu comptes en dividende, il faut que tu divises toutes tes junes accumulées par 11 maintenant, non plus par 10, pour avoir le nombre de dividendes sur ton compte. Et donc, comme le dividende monte, si tu comptes en dividende, ton nombre de junes anciens, si tu veux, effectivement, il baisse. Et comme il y a les dividendes qui se rajoutent dessus, ça s'équilibre. Le mieux pour ça, c'est de faire le module Galilée. Le module Galilée que vous pouvez trouver là aussi sur le creationmonétaire.info. Vous faites le module Galilée avec, il y a un tableur, vous faites le tableur, vous le faites, c'est facile à faire. Vous calculez les dividendes chaque année, vous comptez en dividendes et vous allez comprendre tout de A à Z. Tous ceux qui ont fait le module Galilée comprennent très très bien le principe. D'accord. Est-ce que cette monnaie, par construction, pas empêche, mais dissuade de l'accumuler? Ou est-ce qu'elle permet l'accumulation? Non, comme on l'a vu, ça monte. Elle va permettre à des gens de devenir très très riches? Alors non, pas très très. Et d'autres très très pauvres? Non, pas très très. On peut accumuler jusqu'à la moyenne. Il me semble me souvenir que dans la journée qu'on avait passée ensemble, où on jouait à la corbeille, tu me disais que ton système avait comme un élastique qui ramenait les gens très riches vers la moyenne, et qui ramenait les gens très pauvres vers la moyenne. Voilà, c'est ça. Il y a une attraction vers la moyenne, mécanique. Et ça, on le voit dans le module Galilée. Donc, je reviens au module Galilée. Il faut absolument faire le module Galilée qu'à base de tableurs simples. Pour comprendre comment... oui, pour bien comprendre comment ça se passe. Donc vous allez sur rml.creationmonétaire.info/module, vous avez ici voilà l'adresse ici, et vous arrivez sur le fameux module Galilée. Bon, je l'ai appelé en référence bien sûr à Galilée, qui est quand même l'inventeur moderne, on l'appelle le père de la physique, hein, c'est pas pour rien, c'est lui qui met en place le premier, le principe de relativité qu'on appelle galiléen, donc a été depuis dépassé par le principe de relativité d'Einstein, parce que c'est un cran un peu au-dessus, c'est un peu plus subtil. Mais voilà, c'est le premier à poser ce fameux principe de relativité, qui est un principe de symétrie. Il ne faut pas oublier ça, le principe de relativité, c'est un principe de symétrie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un phénomène a telle ou telle propriété parce qu'il est vu depuis un certain point de vue. Pour qu'une propriété d'un phénomène soit considérée comme valide, elle devrait être la même vue depuis plusieurs points de vue. Oui. Qu'on soit en mouvement par rapport à lui ou pas d'ailleurs. Oui. Voilà. Et là, on verrait plus. L'idée, c'est d'aller chercher plus complète. Et oui, et surtout plus fine. On cherche une essence plus importante, puisque ce qui est vu depuis un référentiel mais pas depuis un autre, c'est douteux comme qualité. Oui. Voilà. Donc voilà. Et donc on a ici des gens qui ont réussi le module Galilée et qui ont fait des publications. Alors ici on le voit là, on le voit ici, voilà. Sur 80 ici quelqu'un qui démarre avec plus de DU par exemple, imagine quelqu'un qui démarre avec un héritage, voilà. Et bien on voit qu'au cours du temps, s'il en fait rien. Après, s'il fait du commerce et qu'il en crée. S'il en dépense, non mais s'il dépense ses DU, il peut les dépenser. Il a intérêt d'ailleurs à les dépenser parce que s'il en fait rien, justement ça va converger vers la moyenne. Et c'est pour ça que je te parlais de monnaie fondante. Voilà. Parce que ça ressemble à de la monnaie fondante. Mais non, parce que pour lui ça monte. Parce que pour lui ça monte. Voilà, donc c'est la monnaie fondante pour les riches. Si elle était fondante, on pourrait dire si tu précises ça. Fondante pour les riches, tu es d'accord? Ah oui, c'est intéressant ça. Pour les riches en monnaie. Oui. Mais c'est pas parce que tu es riche en monnaie que tu es riche. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais c'est important. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. C'est pas parce que tu es riche en monnaie que tu es riche. Ça fait pas fondre ton château, ça. Oui, je suis d'accord, je comprends. Ça fait fondre que la monnaie. Donc dire que quelqu'un est riche... C'est particulièrement intéressant, il faudrait regarder ce que Gézel sur la monnaie Il n'en parle pas de ça, parce que Gézel, pour lui, la monnaie doit être créée par un collectif. Et c'est qu'il dit jamais, c'est la partie de création monétaire. Donc ça fond pour les uns, mais ça fond pas pour celui qui crée la monnaie. Ah bon? Mais non, parce que tu as plus de monnaie, puisque tu la crées. Oui.
Donc si tu crées la monnaie, t'en as toujours plus, indépendamment du fait que ça Oui, fond. Mais c'est pour ça que ce module Galilée est important, parce que tous les points essentiels y sont travaillés. d'accord, On je démontre comprends. même l'équivalence par changement de référentiel entre une taxe qu'il faudrait prendre à tout le monde pour redistribuer et la vue en relatif des comptes en dividende universel. Alors qu'est-ce qui est le plus facile? Aller prendre des taxes partout, y compris dans les paradis fiscaux qui sont inatteignables, ou de créer la monnaie pour tout le monde qui mécaniquement... Ouais, Qu'est-ce qui est le plus simple? Principe de parcimonie en sciences. On a le droit de se poser la question et aller chercher principe de parcimonie sur Wikipédia et regarder le module Galilée, j'insiste. Voilà. on ira voir ça. Ah, il faut absolument travailler le module Galilée. Il ne faut pas regarder ce qu'ont fait les autres. Il faut le faire soi-même. Oui, d'accord. Alors, on peut faire les deux. on peut faire les deux. Il faut de plus en plus d'euros et de dollars pour acheter un bitcoin. Non, non, On mais en est à 4000 et quelques bientôt, non, 5000 mais il y a quoi. plein de... 5000 euros pour acheter un Non, mais bitcoin. tu as plein de... Non, Mais mais t'as des ordinateurs en vente en bitcoin, tu as des hébergements en vente en bitcoin. Mais est-ce que c'est pas pizza, complètement bière. idiot d'acheter un truc en bitcoin si tu sais que le même bitcoin il va valoir 10 fois plus dans un an? On sait pas. C'est si ça fou. vaut- Bah, ça vaudra peut-être 10 fois moins. Comment tu peux savoir? Ben, je vois la courbe, c'est. Ah ben si c'est tu de sais, plus que en ça plus. toi pour en acheter alors, parce que si ça vaut 10 fois plus dans 10 ans, dans un an, il faut le faire. Hein. Pourquoi t'en achètes pas alors? C'est bizarre ça. Si Ben, t'es sûr que ça vaudra 10 fois plus dans un an, vas-y fonce. Hein. ben, je sais pas. N'hésite pas là. T'en prends pour 100 euros, puis on en reparle dans un an. Est-ce que sont devenus tes 100 euros? On verra. Si t'es sûr que ça va faire x10, je sais pas ce que t'attends. Je veux dire, moi je sais pas. Hein. Oui, mais ça répond pas à ma question. Je trouve Quoi? c'est bizarre d'acheter avec une unité de mesure dont tu sais qu'elle est en train de gonfler. Il y a une bulle sur le Bitcoin. Mais jusqu'à quand? Je sais bien. Eh ben, moi, je sais pas, donc, je sais bien qu'on sait pas jusqu'à quand. Mais le principe de ça, c'est que tu sais pas. Mais ça paraît. Non mais bon, il me on parle semble- pas, il on me parle pas semble du que Bitcoin, ici il- on parle de la June. Alors il me parce que là on semble que la- s'éloigne du sujet, mais La théorie relative de la monnaie, précisément, part dans ses contestations préalables de cet invraisemblable étalon mouvant qu'est la monnaie actuelle, en disant, nous, on va faire une monnaie qui est justement un étalon qui est bien fiable et qui a une taille fixe, connue et intangible. par rapport à quoi? Bah, par rapport à la richesse que tu Mais veux je te dis, mesurer. mais je te dis C'est un non. étalon de Non, je valeur. te dis là non. C'est pas du tout la théorie relative de la monnaie. La TRM cherche pas à établir un étalon moins changeant que les monnaies actuelles Mais par rapport à quoi? par rapport à la richesse à représenter, Ben non, c'est pas la TRM par du rapport tout. à la C'est pas du valeur tout. à représenter. C'est pas le la sujet de la masse théorie totale. relative de la monnaie. Donc ça peut être fluctuant. La valeur de la june peut être complètement Mais est-ce que tu fluctuante. connais deux valeurs qui sont comme pas n'importe fluctuantes quelle- l'une par rapport à l'autre? Est-ce que tu peux m'en citer deux? Ça tient pas. Parce que c'est le principe même du principe de relativité, c'est tu sais que le principe de relativité de Galilée, il n'existe pas de vitesse absolue. Oui. La vitesse ne peut être constatée que depuis un référentiel défini. Et si je change de référentiel, ben, tout le champ des vitesses va changer. Changer, oui. Eh ben, c'est pareil pour les valeurs économiques. Il n'existe pas de valeur économique absolue, il n'existe pas de taux d'échange de valeurs économiques qui soit invariant. Les taux d'échange de valeurs économiques vont dépendre du référentiel dont je me trouve. Selon la TRM, ils dépendent à la fois de l'espace et du temps. Il n'y a pas de choses qui sont invariantes dans l'espace et dans le temps en termes de conversion économique. Voilà, ça c'est le principe de fondement de la TRM. Donc du coup, c'est la réfutation justement du fait qu'il puisse exister une telle chose. Et parce qu'il existe, c'est le postulat de la TRM, tu peux l'accepter ou tu ne l'acceptes pas, d'accord. Mais si tu trouves une valeur économique qui partout sur Terre et en tout temps, si tu en trouves deux, donc qui ont un taux de conversion, mais alors vraiment entre les deux qui n'a jamais varié, ça serait une découverte Oui, extraordinaire. voilà, mais je vois pas ce que Extraordinaire. ça Ah, mais l'invariance depuis Galilée et Einstein, c'est quelque chose de fondamental en science. L'économie étant la seule activité humaine un peu chiffrée qui sort du cadre de toutes les sciences un peu sérieuses. C'est-à-dire qu'il fait un peu du n'importe quoi et du chamanisme à tout va, quoi, en gros, pour faire simple. Tout le principe de la TRM, justement, c'est justement de réfuter toutes ces approches qui, sont du flou artistique qui repose sur pas grand-chose, et pour dire, il est possible de trouver une valeur économique qui ait une propriété d'invariance. Mais c'est pas n'importe quelle propriété, il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Donc c'est pas ce que dit la TRM. La propriété d'invariance que désigne la TRM, c'est pas du tout un taux de conversion qui serait stable, ce qui n'a pas de sens si ça n'existe pas. Il n'y en a jamais eu.
Il n'y en a pas, et a alors, raison, puisque les valeurs économiques sont relatives. et alors, qu'est-ce que ça veut dire propriété d'invariance si ça veut pas dire que ça varie pas? Oui, mais ça varie pas par rapport à quoi? Ben, Quand on dit qu'est-ce que que la ça veut vitesse de dire? la lumière ne varie pas, elle varie pas par rapport à quoi? Parce que ça veut rien Alors, dire, varie pas, si on précise pas par rapport à eh quoi. bien, quand tu dis invariant, tu dis quoi? Tu dis que ça varie pas, j'imagine. Oui, Le mot mais, invariant, ça veut dire qu'il oui, varie pas, mais, non? oui, mais Par rapport à quoi? ça suffit pas. C'est bien ce que je dis, ça suffit pas. C'est pas c'est justement le point essentiel que décrit et réalise la TRM, c'est de préciser les choses. Bon, Quelle est et alors, l'invariance de la TRM au final? C'est quoi finalement? Que révèle la TRM qu'il est possible de mettre en œuvre en fait? Qu'est-ce qui est l'invariant dans la TRM en fait? Justement, qu'est-ce que la TRM met en évidence qu'il est possible d'avoir un invariant? bah, j'ai l'impression de mémoire que c'est l'espérance de vie, non? Ce qui est invariant, Non, pas vraiment, parce que l'espérance de vie, elle 80 ans varie dans d'espérance de l'histoire de vie. l'homme. Parfois, elle peut valoir même une moyenne. Il y a des gens il y a des pays, plein de pays sur Terre où l'espérance de vie est plus courte qu'ailleurs. J'avais compris que c'était D'ailleurs, ça que tu considérais comme invariant. ah non, c'est pas un invariant. Au Zimbabwe, typiquement, l'espérance de vie. D'ailleurs, typiquement, lorsque les moments où la monnaie, justement, Zimbabwe avait une inflation extrêmement forte, l'espérance de vie, justement, était faible. On avait une espérance de vie de l'ordre de 40 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, là où l'espérance de vie est plus faible, le taux de la monnaie va plus vite. C'est normal, parce que les nouvelles générations se succèdent plus vite. Donc, c'est pas trop étonnant. Après, la façon dont la monnaie se crée, c'est un autre problème. Donc, là où l'espérance de vie est plus haute, le taux de création de la monnaie est plus faible. Ce qui n'est pas étonnant, ça suit de façon plus ou moins forcée, de façon avec des accros plus ou moins forts, parce qu'après c'est mal pensé, mais ça suit en gros le renouvellement des générations, d'une certaine façon. C'est ça que met en évidence le terme, mais c'est pas de dire que c'est pas l'espérance de vie qui est invariante du tout. Ok. Alors, qu'est-ce qui est invariant? Ben, ce qui est invariant dans la TRM, c'est l'homme comme créateur de valeur économique. C'est lui. Si j'enlève une valeur économique quelconque, il y a encore une économie, et par contre si j'enlève les hommes, il n'y en a plus. C'est l'homme qui fait l'invariance au sens de la présence d'une économie, ce qui est un premier point. Après, ce qu'il va faire une propriété d'invariance, ça ne suffit pas sur une valeur économique, là, qui n'est pas l'homme. Bah, c'est quelque chose qui donc forcément sera fondé sur l'homme. Donc il faut que la valeur économique qu'on va considérer, qui va donc avoir une bonne propriété, qui donc est un bon candidat pour faire monnaie, tout comme la lumière est un bon candidat pour faire référence des nouvelles unités de mesure, c'est-à-dire aujourd'hui la lumière est présente dans toutes les définitions de toutes les unités de mesure, que ce soit justement, mais tu parlais du kilogramme, on va retrouver la vitesse de la lumière sur la définition, on va sur le temps, on va retrouver la vitesse de la lumière en définition sur les distances, on va retrouver la définition sur l'énergie, on va la retrouver partout. Parce que comme c'est l'invariant qui est posé comme postulat, quel que soit le référentiel, bizarrement cette vitesse ne change pas, et bien là une propriété remarquable qui en fait un bon candidat pour servir de référence dans toutes les unités de mesure physiques. Hein. Physique. On parle d'économie, il faut quand même changer après aussi de domaine ici. Et dans l'économie, vu qu'il y a l'homme, physique, dans l'espace économique, ce qui fait le fondement de l'espace économique, justement, donc partout où il y a un espace économique, c'est là où il y a des hommes. C'est donc l'homme, en fait, constitue l'espace économique. Donc ce par rapport à quoi il doit exister une propriété invariante, c'est l'homme. Mais l'homme, c'est pas l'espace économique. Et si, pour la TRM, si. C'est clairement défini comme ça. C'est la théorie relative de la monnaie. Hein. C'est le principe fondamental de la TRM, en fait. Hein. Pour étudier la TRM, il faut avoir bien compris ce point-là. Ce qui est le fondement de la théorie relative de la monnaie, c'est que l'espace économique est constitué par l'ensemble des hommes qui y participent. L'ensemble des hommes, d'accord. L'ensemble des hommes qui y participent. Quand je dis l'homme, c'est l'ensemble des hommes. Ah oui, d'accord. Et la monnaie, la valeur économique qu'on peut définir sur cet espace-là, qui aurait donc une propriété invariante, mais par rapport à quoi? Par rapport à l'homme, justement. Et bien justement, doit avoir une propriété d'invariance par rapport à une propriété de l'homme. Qu'est-ce qui peut définir une propriété de l'homme fondamentale? C'est son espérance de vie moyenne. Son espérance de vie moyenne, là où il se trouve, c'est une donnée fondamentale. Est-ce que je peux définir là-dessus du coup une valeur économique qui aurait une propriété particulière? Oui. D'abord, une valeur économique, ça se produit. Et donc, je peux avoir une production invariante. Une production invariante, et comme l'espérance de vie humaine est limitée, je peux trouver une bonne valeur pour cette invariance qui tienne compte de l'espérance de vie humaine. Je peux faire converger cette valeur en demi-vie. Je fais quelques calculs et on trouve une bonne valeur, mais ce n'est pas une valeur absolue, c'est une bonne valeur qui est aux alentours de 10% par an pour une production invariante. Invariante par rapport à quoi? Par rapport à l'homme. Donc c'est l'homme qui est producteur de cette valeur et il la produit au même rythme à la fois dans l'espace et dans le temps. Et pour cette raison, la monnaie possède un invariant qui est le dividende, qui est un invariant par rapport à la masse monétaire, vis-à-vis de quoi? Parce qu'il ne suffit pas de le dire par rapport à la monnaie, il faut le dire par rapport à quoi? Justement, par rapport à quoi elle est invariante? Par rapport à l'homme.
est invariante en termes de création, en termes de production. Point, terminé. Après, est-ce que c'est un bon candidat pour faire monnaie? C'est pas à moi de le dire. Si les hommes en veulent, ben c'est possible. Si les hommes en veulent pas, c'est... Ça vaudra rien. Ah ben oui, bien sûr. Après, c'est les hommes qui choisissent. Et Après, il donc, peut y avoir des hommes il qui la sera choisissent et des hommes qui la choisissent pas. Donc il sera potentiellement, ce sera un étalon de valeur aussi élastique que tous les autres étalons de valeur. Pas forcément. Il est possible que... Il est possible. Un étalon Il à faut le géométrie vérifier. variable, qui est Après, il quand faut le même vérifier très problématique. expérimentalement. Il est possible que cette référence de valeur, j'ai pas envie de parler d'étalon, parce que l'étalon, c'est une Ouais. notion pré-relativiste. Oui, mais c'est gênant, parce que scientifiquement parlant, on est passé à la relativité depuis quand même 1905. Et on parle encore d'étalons. Eh bien oui, mais c'est une erreur. La monnaie libre sera à géométrie variable, Mais comme les autres monnaies, d'accord. Comme Voilà, toute donc, valeur économique. On ne connaît pas de valeur économique qui ait des propriétés d'invariance par rapport aux autres valeurs économiques. Il n'y en a pas. c'est quand même l'objectif de la monnaie que de permettre C'est un objectif. d'étalonner, c'est-à-dire de graduer et donc de mesurer la valeur. Oui, bien sûr. Sans monnaie, c'est vraiment compliqué. Mais c'est pas parce que tu mesures la valeur de que la mesurer valeur est statique. Je peux mesurer les vitesses, ça ne veut pas dire que les vitesses sont statiques. J'ai jamais dit bien sûr que c'était les valeurs qui étaient statiques, mais c'est les talons qui devraient être statiques pour que ce soit commode, quoi. C'est vrai que... Mais la création du DU, elle est permanente. La vitesse de la lumière est invariante, le DU est invariant. Voilà. Elle est statique justement de ce point de vue-là. Alors que si on touchait à la création monétaire, on briserait justement la permanence. Et donc on touchera les talons. Mais au lieu que ce soit un étalon fixe, c'est un étalon en mouvement. C'est un étalon en création permanente, justement. C'est bien un référent qui ne bouge pas. Il bougeait, briserait justement son rôle de mesure. Ça ne veut pas dire pour autant que ce que je mesure avec est fixe. C'est pas parce que la vitesse de la lumière est invariante que les autres vitesses le sont. Au contraire, elles le sont. Aucune d'autre ne l'est. Il n'y a qu'une vitesse en physique, d'un seul objet physique, qui soit invariante, c'est la vitesse de la lumière. Il n'y a aucune autre vitesse n'est invariante. L'électron ne peut pas avoir de vitesse invariante, etc. etc. Aucune autre. Bon. Et c'est pour ça quelle est la référence. Le DU est la seule valeur économique partagée dont la production soit invariante. Ça ne veut pas dire que les autres productions le sont. Oui, mais personne ne dit que les autres productions le sont. Mais elle est invariante. Mais elle a une propriété d'invariante. Elle a une propriété d'invariance, pour être précis. Mais elle a une propriété d'invariance. Par contre, sa valeur d'échange peut vraiment changer. Mais ça veut dire que la valeur des champs, c'est la mesure de la valeur. La mesure. Une fois que tu as un référent pour la mesure, tu mesures. Mais le référent pour la mesure, bien qu'il ait une propriété d'invariance, n'implique pas que les autres objets n'aient pas des mouvements par rapport à cet invariant. Au contraire, justement. Là où il y a relativité, il y a invariance. Si j'ai un invariant, j'ai de la relativité partout. Relativité implique la possibilité d'envisager un invariant. L'existence d'un invariant implique la possibilité de la relativité. Parce que j'ai défini un référent pour la mesure, alors bien sûr, toutes les autres mesures sont faisables. Un échange, c'est une mesure. Ça n'implique pas une fixité de cette mesure. Bien sûr. Il n'y a pas de fixité de cette mesure vis-à-vis de, justement, la référence, ou l'étalon, comme tu dis, mais j'aime pas le terme étalon. Je préfère dire référence. C'est tendu, ce point-là. Hein. Non, simplement, il y a peut-être une impossibilité, quoi, avoir un étalon de valeur intangible. Mais ça voudrait dire, si on réfléchit bien, pas besoin. Ça voudrait dire qu'il devrait y avoir une fixité entre deux éléments économiques en taux d'échange, à la fois dans l'espace et dans le temps. Ouais, tu prends deux fois la même voiture, bon, elles ont la même valeur. Hein. Oui, mais ça, c'est pas une fixité dans l'espace et dans le temps, ça. Ben, c'est deux objets économiques dans un même endroit. C'est des clones. Mais oui, mais dans un même endroit, parce que tu prends la même auto et que tu vas essayer d'échanger dans un autre pays, et son équivalent en tomate n'aura pas du tout le même rapport. Oui. Donc voilà. Pourtant, c'est la même auto. C'est les mêmes tomates. Oui. Mais tu changes d'endroit, pouf, ça y est, c'est détruit. Et c'est ce que démontre encore une fois le module Galilée. Et le module qui suit, le module Yolande-Bresson, qui est un cran un peu plus haut, puisque dans le module Yolande-Bresson, justement, on va avoir les disparités et les invariances spatiales. Alors que dans le module Galilée, on se concentre sur l'aspect temporel. Eh bien, merci Étienne. Merci à toi.